Bonjour à tous, coucou Célia. Coucou Natacha. Et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast chaque mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 7e épisode consacré à un type de bande dessinée coréenne, le manhwa, et plus particulièrement le sunjong, équivalent du shoujo manga en Corée du Sud. Quel plaisir de vous retrouver pour cette fin d'année ensemble. Nous sortons cet épisode à quelques jours de Noël et en plus ce mois-ci, ce sera le seul épisode disponible, désolé. Eh oui. Ouais, donc c'est pour cela que nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous racontant un peu l'histoire du manhwa. C'est un genre qui n'est plus très populaire en France car les 2 maisons d'édition principales sont fermées. Donc les 2 maisons d'édition qui n'éditaient plus ce genre de livres sont Saphira et Clair de Lune. Il y a aussi la collection Made in de Kana. Les manhwas restent souvent pris pour des mangas auprès du public français, car ils n'ont pas souvent eu de classification dans les magasins type Fnac ou les dépôts-ventes. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de stand dédié. Malgré tout, en 2003, le manhwa était à l'honneur de la 30e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Ah, c'est pas rien, hein. Et c'est pas rien. Reconnu ce festival. Donc naturellement, on voulait vous faire un épisode pour vous faire découvrir des titres loin des sentiers japonais qui sont tout autant des coups de cœur. Et puis en plus, on est toutes les deux des très grandes fans de la Corée du Sud depuis des années et c'est d'ailleurs un des points qui nous a fait devenir amis. Donc c'est pour cela qu'on va vous présenter nous tenait maintenant. Vraiment à cœur, ouais. Voilà. Cet épisode, on l'attendait. C'est ça. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons vous faire un petit historique du manhwa pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce genre. L'art de la bande dessinée coréenne s'inspire très largement de l'art classique chinois. Les premières manifestations du manhwa dans l'histoire sont liées notamment à ses racines, mais aussi au comique. En effet, on était encore très loin de la BD occidentale que nous connaissons, avec les bulles, mais il y avait toujours l'idée de découper la page en cases et d'expliquer l'action grâce à un petit texte. C'est vers la fin de la période Joseon, située entre 1392 et 1910, que cet art se développe et se voit décliner sur divers supports. On a notamment les illustrations de couvertures de romans, mais aussi les affiches publicitaires. Le 2 juin 1909, lorsque Lee Do-young, célèbre caricaturiste contemporain, publie Sa foi, à l'occasion de la parution de la première édition du Dae Hanminbo. À travers cette première ébauche de ce qu'on appellera plus tard bande dessinée, l'artiste dépeint le portrait de 3 fonctionnaires japonais. Après l'occupation japonaise, la BD coréenne connaît un grand essoufflement. Et c'est vrai que c'est qu'en 1924 que le Myeongtaegori Heonmulkegori de No Suyeon permet un vent de fraîcheur sur le manhwa. Publié dans le Chosun Ilbo, le magazine populaire coréen, enfin un des magazines très populaires coréens, il adopte le style occidental, c'est-à-dire qu'on note dans l'apparition des cases bien définies des paroles en fait sous forme de bulles. Donc l'arrivée des manmun, donc c'est des magazines spécialisés dans les prépublications de manhwa, permet un peu comme les magazines japonais. Oui, comme les magazines qu'on japonais. Vous cite, comme le Margaret, Ribbon, etc. Mais bon, là c'est pas du tout dans le style shoujo, hein, c'est vraiment un style plus populaire en 1924. Donc il y a l'arrivée des manmun manhwa, donc des magazines spécialisés qui permettent vraiment à la bande dessinée coréenne de s'affirmer et de critiquer plus ouvertement le gouvernement japonais et son emprise colossale durant l'occupation japonaise. Donc vraiment, vous le voyez, ce sont les magazines qui vont permettre aux manhwa de leur expansion sur les territoires de la littérature. Et quelques années plus tard, à la suite de la libération de 1945, la Corée reste sous l'administration américaine et soviétique. Vous connaissez l'histoire, hein, on va pas vous la faire, ce qui contribue davantage à l'apogée du manhwa et à son occidentalisation. Et il y a un tout premier personnage en fait qui est emblématique, qui fait son apparition, c'est le professeur Kojubu ou Kojubu Samkuji, créé par Kim Young-wan, auteur aujourd'hui considéré comme le père du manhwa. Le manhwa de la fin des années 1950 et du tout début des années 1960 est très diversifié. Si le genre dominant est le myeongrang, manhwa humoristique pour adultes de 3 ou 4 pages, la BD coréenne de narration se développe et s'épanouit, et avec elle, une nouvelle génération de mangwaga tels que Shin Dong-yu, Kim Sang-ho ou Park Hee-dong crée le manhwa de science-fiction et le manhwa fantastique, tandis que par exemple Park In-jung développe le manhwa plus historique et revient sur l'époque de l'occupation japonaise pendant Poktana. Donc c'est la bombe, traduction la bombe, qui raconte notamment les aventures d'un jeune coréen qui se bat contre les japonais en Mandchourie. Donc les sunjong manhwa, quant à eux, c'est, vous l'avez compris, l'équivalent du shoujo japonais. Ils deviennent un genre à part entière avec Kwon Young-sop ou Choi Sang-rok ou Jo Won-ki, qui sont d'autres auteurs de cette période-là qui commenceront à publier sous le même rythme que les japonais en fait, avec le shoujo manga.
Mais c'est vrai que cette période d'euphorie est vraiment de très courte durée et c'est pour ça que c'est assez compliqué de parler du manhwa, puisqu'il y aura un coup d'état le 16 mai 1961 et le manhwa va décliner en fait sous les assauts de la censure qui mine la créativité des auteurs. C'est un style de manhwa qui est l'équivalent vraiment coréen du shoujo manga et ça a une part très importante de l'industrie du manhwa à cette époque-là, dans les années 50, puisque il y a beaucoup d'auteurs qui sont des femmes et ils ont été publiés vraiment jusqu'aux années 70 et reviennent en force au milieu des années 80, mais c'est vrai que bon, la censure a quand même donné un coup a donné un coup genre-là, énorme. quoi. Et donc aujourd'hui, c'est un genre qui est prédominant en Corée du Sud, mais que nous, comme on le disait dans notre introduction, est un genre très compliqué à trouver en France. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui vont venir jalonner l'histoire du manhwa, mais à cause des nombreuses censures, l'histoire de la bande dessinée japonaise, elle a été beaucoup plus appréciée, beaucoup plus expansive que la coréenne qui, elle, a été semée d'embûches et a vraiment pas pu créer un socle fort en termes de littérature papier, en fait, par exemple dans les pays occidentaux. En effet, depuis quelques années, il y a ce nouveau genre de manhwa qui se fait connaître, donc la bande dessinée coréenne, qui se voit décliner sur Internet et plus précisément sur le site dom.net ou Webtoon. D'ailleurs, nos amis coréens disent souvent qu'ils n'achètent plus de manga papier, enfin de manhwa papier, et qu'ils lisent seulement les manhwas en couleur hebdomadaires. Ils suivent les histoires sur des années, mais toujours sur Internet. La société coréenne est très dynamique et suit les modes avec une extrême rapidité, et aussi le manhwa produit de nombreux genres, parfois influencés par les mangas, et s'adapte à des modes de lecture nouveaux. Les jeunes auteurs recherchent des innovations radicales tant dans leur style de dessin que dans les supports choisis, et le taux de pénétration de Internet haut débit, qui est l'un des plus importants du monde, favorise la diffusion des manhwas par Internet. Les sites sur lesquels ils sont diffusés proposent de temps en temps d'acheter les pages manhwa. Et en fait, ces sites-là, on les appelle des manhwa bang, puisque vous savez que, par exemple, pour écouter du karaoké, pour faire des karaokés, on appelle ça noreabang. Bah là, c'est la même chose, on reprend le même système, on est vraiment comme dans une petite boîte et puis on choisit son manga, son manhwa sur Internet, mais on le lit sur son support électronique, quoi. On le lit pas du tout en papier. Bah, ça permet à ce que ça prenne pas de place chez soi et tu peux le lire n'importe où quand tu veux sur ton téléphone. T'as juste à sortir ton téléphone et continuer ta lecture qui est en cours, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment très pratique. C'est vrai. Et puis il y a un nouveau marché, le dernier qui est en plein développement pour le manhwa en Corée du Sud, c'est vraiment le manhwa de 4 cases qui sont sonorisés et que l'on télécharge et lit sur son écran de téléphone mobile. Et là, pour le coup, on est un peu devant un film, quoi. Genre on lit, mais on écoute aussi, et tout est en couleur, et c'est vrai que là maintenant en fait ça fait travailler la société de consommation, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de studios qui travaillent avec les sociétés de téléphone mobile et qui proposent des manhwas à leurs abonnés en lecture payante. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui diffère beaucoup du manga japonais, c'est que les webtoons, donc les manhwas sur téléphone, sont en couleur et pas en noir et blanc contrairement au manga, donc ça apporte quand même quelque chose de nouveau à ce genre littéraire, quoi. Et le style aussi, vous allez le voir dans les recommandations qu'on va vous faire maintenant, mais c'est vrai que le style est beaucoup plus soigné, pas pour les manhwas sur téléphone, mais pour les manhwas papier, le style est beaucoup plus fin et il y a vraiment une envie d'aller dans le détail pour les sunjung coréens. Parce qu'il faut savoir que les webtoons, c'est des amateurs qui se mettent à dessiner ça. C'est pas des mangaka, enfin, je dis mangaka, mais des mangawa professionnels. C'est vraiment des amateurs qui deviennent connus grâce à leur webtoon, mais souvent, ils ont un style qui est moins professionnel que ce qu'on peut trouver en librairie ou quoi. Mais ça permet de découvrir de nouveaux auteurs et c'est vraiment génial. Alors maintenant, on va vous faire donc notre recommandation sur manhwa et webtoon. On vous fera peut-être un épisode spécial webtoon, si vous êtes ok, si vous êtes intéressé, puisqu'on en a énormément. Mais là, on voulait se concentrer sur les manhwas et webtoons qui ont influencé des dramas, puisque vous le savez, le drama... Nous sommes fans. Voilà, nous sommes fans, mais surtout les dramas coréens, ils sont souvent inspirés en fait de manhwas, tout simplement. Surtout dernièrement, en ce moment. Surtout tous dernièrement. ceux qui cartonnent sont inspirés de manhwa. Donc là, on va vous présenter notre manhwa préféré et notre coup de cœur vraiment de notre sélection qui s'appelle en français L'épouse du dieu de l'eau et en coréen The Bride of Habaek. Donc c'est l'histoire de Soa qui est choisie pour devenir l'épouse de Habaek, le dieu de l'eau, mais elle va être choisie pour être sacrifiée afin de donner au peuple de l'eau en perpétuité, donc la pluie, etc., pour survivre. Mais au lieu de mourir entre les mains d'un monstre, comme on lui avait tant dit pendant son enfance, elle va se retrouver
à être sauvée par ce dernier et emportée au royaume de l'eau. Soa va alors apprendre à vivre dans un monde nouveau et étrange rempli de dieux et elle se retrouve prise dans diverses intrigues entourant notamment le dieu lui-même. Avec les nombreux personnages qui lui font face, ça va être de plus en plus difficile pour elle de savoir vers qui se tourner et vers qui avoir confiance. Pourtant, au milieu de toute cette agitation, elle va tomber amoureuse d'un étrange personnage prénommé Mui. Par rapport au manhwa, toi, qu'est-ce que t'en as pensé déjà en termes de papier? Oh, moi j'ai adoré, enfin, c'est vraiment un énorme coup de cœur et je pense que maintenant il se place largement dans mon top 10 de manga manhwa tout confondu, hein, moi je les mets dans le même... Cet auteur a une renommée mondiale et franchement on comprend pourquoi lorsqu'on lit la version papier, ses histoires sont très originales, elle a vraiment un travail d'écriture très impressionnant et justement c'est pourquoi ça fait du bien de lire un shoujo entre guillemets qui sort des sentiers battus parce que l'histoire marque les esprits tout comme ses personnages à travers cette écriture très détaillée. D'ailleurs, parlons-en de ces personnages, eux aussi sont incroyables, aussi bien parce qu'ils sont extrêmement bien écrits, bien construits et bien dessinés. Bien dessinés, les dessins sont fous. À chaque page, chaque case, je m'arrêtais au moins 5 minutes pour admirer le travail et je ne sais combien de captures d'écran j'ai faites parce que je lisais en scan, tellement que les images sont belles, quoi. J'ai aussi aimé le fait que l'histoire, elle se déroule dans une grande partie dans le noir, donc d'un point de vue esthétique, c'est magnifique, ça se déroule pour une grande partie pendant la nuit. Donc on est sur des fonds sombres, sur lesquels les personnages et les décors ressortent merveilleusement bien. L'esthétique, on a toujours des symboles très forts qui reviennent, que ce soit la lune, les fleurs, les papillons, les temples historiques, les vêtements amples, des coiffures super sophistiquées. Toujours en rapport avec l'époque de Joseon aussi, voilà, toujours et des symboles historique. de la culture coréenne. Qui sont vraiment plaisants à regarder, et c'est pour ça c'est vraiment c'est une merveille. C'est le genre de manga qu'on lit et relit avec vraiment un grand plaisir, rien que pour la beauté visuelle. Donc vraiment un très très gros coup de cœur pour moi. Mais moi aussi, un gros coup de cœur sur ce manhwa qu'on vous conseille. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur comme celui-ci pour un manhwa coréen. Et j'étais complètement subjuguée par ce manhwa parce que les dessins sont fins, sophistiqués. Comme tu le disais, les noirs sont absolument magnifiques, notamment dans les cheveux. Les trames sont extraordinaires. On voit qu'il y a vraiment du temps apporté à chacun des dessins, que ça soit la jaquette, de la couverture aux planches qui se superposent. L'artiste, elle a vraiment donné toute son âme dans cette histoire et on le sent dès le début. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'histoire se passe dans un univers complètement loin de la réalité et qu'on soit une histoire un peu magique, je dirais, et onirique. Ça change vraiment des histoires qui se passent à Séoul ou dans un environnement qu'on connaît très bien. Et puis vous savez, comme moi personnellement j'aime les histoires de magie, donc là il y a un petit peu de magie, un petit peu de surnaturel et surtout beaucoup de décors. Et d'ailleurs je rapprocherais énormément ce manhwa du cinéma coréen, comme de celui du film Mademoiselle, si vous connaissez. Ah oui, l'esthétique, c'est vrai, il ressemble beaucoup. L'esthétique est assez proche. Il faudra lire les scans, on pourra vous donner des tips pour ça. Ouais. Mais vous n'aurez pas la fin, je crois que c'est très difficile de trouver les derniers volumes, parce qu'il y en a 24. Ouais. Et là, sur le site sur lequel nous les lisons, ils ont jusqu'au tome 21. Donc je ne sais pas comment on va faire pour lire la fin. C'est ça, ouais. Si vous avez des tips, donnez-le nous, si vous connaissez cette série. Mais ou quelqu'un qui revend ses tomes. Oui, ou quelqu'un qui revend ses tomes. Mais en termes de dessin, on est vraiment dans la pure tradition coréenne. Si vous êtes complètement fan des grands yeux pleins de larmes, comme on disait, des très très longues mains, corps androgyne, vous allez adorer. C'est une histoire d'amour qui dépasse les limites du réel. Entre un monde dans le ciel, celui des humains, et puis un peu sous l'eau aussi, c'est très étrange. Les dieux peuvent-ils cohabiter avec nous? C'est un peu la question qu'on se pose dans toute l'histoire. Pourtant, j'avais lu que quand elle a commencé à écrire, en fait, elle avait plusieurs histoires en tête, l'autrice, et elle n'arrivait jamais à aboutir ces histoires. Et cette histoire-là, quand elle a commencé à l'écrire, ça a failli ne pas dépasser le stade de brouillon, entre guillemets, parce que son éditeur n'était pas du tout chaud pour cette histoire-là. Il n'en voyait pas du tout le potentiel. Donc ça a failli rester en mode éditorial, avant que ce soit édité, quoi. Ouais. Et ça aurait été vraiment dommage de louper ça. Et il y a aussi ce jeu avec la transformation enfant-adulte, oui. qui est un autre questionnement de la série que vous verrez. Ouais. Et là, on est clairement dans une histoire similaire à mon histoire préférée de tous les temps de Matsurino, Merupuri Shenpins. Et ça donne vraiment du peps à l'histoire. Ouais. Bref, vous l'aurez compris, on est totalement conquise et on espère que vous aussi. Et pour le drama, puisqu'on fait ce lien dans cette partie entre le drama et le manhwa. Grosse déception. C'est vrai que moi, je l'ai vu il y a plus d'1 an, je pense. Et je trouve que c'est un bon drama, mais
ça traîne assez en longueur, c'est ça qui fait la déception du drama. Bah surtout si vous avez lu la version papier avant, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Ça peut faire l'affaire si vous aimez pas quand le remake est la même chose que le manga. Mais là, ça se passe à Séoul. Et ils sont transposés dans une réalité complètement connue. Hein. Ouais, c'est dans les années... Ça se passe pas du tout à dans notre le époque, ciel. à nous, quoi. Oui, ça se passe pas du tout dans le ciel, chez les dieux. Là, on a affaire à un roi qui a une nature, je dirais plutôt agréable, alors que dans le manhwa, il est orgueilleux et détestable. Et en plus, la transformation en enfant n'existe plus, je pense, parce que ça porte à confusion dans les mœurs coréennes. Après, vous pouvez le regarder car il y a l'acteur formidable Nam Joo-hyuk, très très connu en Corée du Sud. Je trouve que c'est pas son meilleur drama. Hein. C'est pas son meilleur drama. Et surtout, une actrice formidable aussi, Shin Se-kyung, qui est sublime dans Rocky Historian, si vous aimez l'histoire dans les périodes Joseon. Mais là, bon, attention aux yeux, quoi. Les perruques, elles sont horribles. Hein. Il y a des problèmes dans le scénario. Il y a Crystal aussi, mais son personnage n'est pas du tout à sa hauteur. Enfin, en vrai, ils n'ont pas pu adapter le manga tel qu'il est dans le manhwa d'un point de vue budgétaire, parce que ça allait trop coûter en effets spéciaux pour reproduire ce monde imaginaire fantastique et avoir tout ce côté magique. Donc ils ont préféré refaire un remake total. Un autre drama tiré d'un webtoon dont je voulais vous parler, c'est Orange Marmelade. Donc pour un petit résumé, l'histoire se déroule dans un monde fictif dans lequel les vampires se nourrissent du sang de porc et non de sang humain. Il est d'ailleurs formellement interdit pour eux de boire du sang humain. Les vampires sont officiellement tolérés par le reste de l'humanité suite à un traité conclu. Pourtant, la réalité en est autrement et ces derniers font l'objet d'une discrimination persistante. L'héroïne est une lycéenne vampire qui n'interagit pas avec les autres camarades. Elle commence à s'ouvrir à ses camarades une fois qu'elle fait la connaissance de Jung Jae-min dans des circonstances bizarres. Orange Marmelade est librement adapté d'un webtoon écrit et dessiné par Sok-woo entre 2011 et 2013. Pareil, ce webtoon a une très grosse renommée et une très grosse notoriété. Personnellement, j'ai regardé le drama bien avant de lire le webtoon, donc j'ai une préférence pour son adaptation à l'écran, d'autant plus que les acteurs sont vraiment géniaux. Je pense aussi que l'histoire est un peu plus rythmée que dans le webtoon, ce dernier a plutôt tendance à être, surtout sur la fin, assez lent et assez long. Mais le gros point positif que j'ai à cette histoire, c'est qu'il traite de sujets très importants, notamment le mal-être que l'on peut éprouver en tant qu'adolescent. Et les thèmes, enfin notamment ce thème-là, est très bien transcrit et mêlé à ce côté fantastique, ça donne vraiment du pep, c'est un truc en plus. C'est intéressant aussi de noter que pour une fois, contrairement aux autres histoires de vampires que nous connaissons, les vampires ici ne sont pas des êtres à la force surhumaine et dotés d'aptitudes invraisemblables et des fois qui défient toute nature. Ici, on a affaire à des gens qui sont normaux, hormis le fait, si je puis dire, qu'ils se nourrissent de sang, mais sinon ils ont tout ce qu'il y a de plus normal. Et du coup, je pense que c'est quand même aussi bien un webtoon à lire qu'un drama à regarder qui est vraiment sympa. Le prochain donc drama webtoon dont on va vous parler, c'est Itaewon Class, qui se passe aussi dans la société coréenne d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour le webtoon, je vais commencer par ça, moi je suis pas très fan des dessins, je les trouve très simples, peut-être un peu trop pour moi, peut-être que c'est des dessins qui sont très loin de la nature sophistiquée du manhwa coréen, et c'est vrai qu'ils sont dessinés par Jo Gwang-jin et ils sont tirés d'ailleurs d'un webtoon Kakao. J'ai du mal avec ces dessins et donc j'ai pas réussi à accrocher à cette histoire en webtoon, mais le drama est un sans faute. Le drama est un sans faute. Je crois que j'ai regardé courant 2020 et nous avons tous les deux dévoré cette série avec mon compagnon. Et c'est vrai que, bien sûr, on l'a regardé pour Park Seo-joon, parce que il n'y est pas pour rien. Raison numéro 1, moi je suis extrêmement fan de cet acteur qui est maintenant d'ailleurs va tourner à Hollywood. Hein. C'est un Seonjong qui est tourné vers le slice of life, vous voyez. C'est un personnage qui est très calme. Dans cette histoire, en fait, on suit les aventures d'un homme qui, en fait, a perdu son père, qui a eu un accident de voiture. Et on va suivre l'histoire de ce garçon qui est parti en prison parce qu'il s'était, en fait, il s'était retourné contre la personne qui a eu l'accident avec son père en voiture, tout simplement. Et c'est une histoire qui mêle autant l'amour, l'amitié que l'ascension professionnelle. Et c'est ça que j'adore parce que vraiment, on est plongé dans la Corée de notre époque avec des sujets très divers. Vous allez apprécier le fait qu'ils soient ancrés dans une réalité, dans un quartier très populaire, donc Itaewon, qui est le quartier des étrangers à Séoul. Et comme je disais, il y a pas mal de sujets d'intrigue qui cohabitent au sein de l'histoire. Donc le but de ce drama, c'est pas vraiment que le romantisme, hein, même si c'est un Seonjong, c'est plutôt la réussite, comme je disais,
professionnel avec un arrière-goût de vengeance. Donc on y suit vraiment ce personnage principal qui va tout faire pour détruire de l'intérieur et sur son terrain de jeu, la cuisine, son ami juré, le père de l'assassin, de son propre père à lui. Donc comme je le disais précédemment, on apprécie vraiment la justesse du jeu des acteurs et aussi la dimension réelle des scènes. La dimension de groupe aussi, d'équipe est très présente et l'amitié est au centre de l'histoire. Donc l'amour, pour le coup, c'est sous-jacent. Et je trouve d'ailleurs que cette histoire d'amour est un peu de trop. C'est vraiment un drama que je recommande à 1000%, surtout pour les personnes qui découvrent la culture coréenne et les dramas coréens et qui ont envie de découvrir un drama tiré d'un webtoon, mais de manière assez sérieuse en fait, qui ont envie de se lancer dans la culture coréenne à travers un drama. Un autre drama qu'on va vous présenter juste après celui-ci, c'est Cheese in the Trap raconte l'histoire de Hong Sol qui, après un an de césure, décide finalement de retourner à l'université. Mais pour cela, elle doit travailler d'arrache-pied afin d'obtenir une bourse qu'elle obtient miraculeusement. Cependant, elle apprend que c'est grâce à Yoo Jong, donc le personnage principal masculin, et notre héroïne a beaucoup de mal à cerner ce beau jeune homme qui lui semble beaucoup trop parfait pour qu'il n'ait rien à cacher. Elle est certaine qu'il a en réalité un côté très obscur et qui cache derrière une personnalité, un physique irréprochable, quelque chose de mauvais. J'ai tout aussi bien personnellement apprécié le webtoon que le drama, même si je trouve que dans le drama, la personnalité des personnages est beaucoup mieux décrite, ce qui nous permet notamment de mieux les comprendre. Pourtant, j'ai tout de même apprécié le réalisme de l'histoire et ce côté, tout comme dans Itaewon Class, Slice of Life, que j'aime énormément dans les mangas et que du coup j'ai apprécié retrouver sur écran. Dans cette histoire, rien n'est précipité. Le rythme est très réaliste, il commence lentement, nous permettant de nous familiariser avec les personnages, leur environnement et leurs histoires, et le développement de chacun est très bien mené jusqu'au bout. La personnalité du coup de Young-joon, le personnage principal, nous laisse perplexes et confus jusqu'au bout, mais j'aime bien aussi ce fait que son personnage est finalement très réaliste, et malgré qu'il soit le personnage principal, il est pas parfait, et ça change des dramas où d'habitude les hommes dans les dramas sont la perfection incarnée. Là c'est pas le but quoi, c'est du coup je trouve ça changeait beaucoup des dramas habituels, donc à lire. En plus, ça va vraiment avec le drama que je vais vous présenter maintenant, le manhwa drama que je vous présente maintenant, qui s'appelle Full House. Alors là, on est dans la même thématique du garçon et de la masculinité étrange, qui est pas parfait, quoi, vraiment. Et c'est la même chose, donc l'histoire du drama et du manhwa sont les mêmes, hein. Les personnages ont les mêmes caractéristiques physiques et aussi les mêmes personnalités, donc ils se chamaillent sans cesse et jouent au jeu du chat et de la souris, autant le personnage féminin que masculin. Et je pense que ça vaut pas trop le coup de lire le manhwa de Full House, parce que les dessins, je trouve, ont très mal vieilli. Il y a beaucoup de bulles de texte et hélas pas beaucoup de mise en page intéressantes. Donc vaut mieux le regarder en drama si vous êtes très axé culture coréenne. En plus, c'est impossible de le trouver en français, vous le trouverez qu'en anglais et en très mauvaise qualité. Cette découverte, pour moi, elle a été vraiment hilarante en fait. Je dirais que je le classe dans le registre du Sunjong comique. Full House, c'est un drama qui est complètement déjanté. Les personnages, ils sont complètement fous. On a Yoon-jae qui fait que crier du début à la fin, et on a Jiyeon qui obéit, se rebelle, devient dingue à cause de lui, comme on disait tout à l'heure, une masculinité étrange. Et puis l'histoire, elle tourne autour d'une maison où deux personnages qui n'étaient pas faits pour se rencontrer doivent cohabiter par le biais d'un mariage arrangé. Ces deux personnages sont tous les deux complètement différents l'un de l'autre. L'une est complètement sale et désorganisée, elle est écrivaine en plus, donc un métier plutôt lié à la création, et l'autre est un acteur hyper connu et complètement maniaque de la propreté. Donc c'est un drama que j'ai vraiment dévoré parce que personnellement, moi j'adore les vieux dramas type années 2000, comme si vous connaissez Coffee Prince. Oh là là. Voilà, vous allez adorer ce drama parce qu'il se passe rien, mais on fait que rire. Donc bon, voilà, on adore. Si vous aimez les moments croustillants comme on parlait avant, passez votre chemin parce qu'il n'y a jamais de bisous. C'est vraiment du rire, des moments gênants, des clichés et une musique de fond complètement ringarde. Drama à l'ancienne quoi. Oui, drama à l'ancienne. Je vous l'ai dit, donc ce drama, c'est pas une pépite, c'est juste iconique des années 2000. Donc si vous êtes une grande amatrice ou un grand amateur de drama, vous allez complètement tomber sous le charme de celui-ci. Parce qu'il y a quelque chose qui fait son authenticité et notamment le fait que ça soit un classique. Donc il y a tout ce qu'on aime dans les dramas, hein, la musique, les mots doux, les moments complètement fous, mais surtout B-Rain, l'acteur principal. BG charmeur qui sait pas du tout s'y prendre avec les femmes, qui enchaîne les bourdes sur les bourdes et qui était vraiment habillé, mais comme un plouc, je sais pas, genre il est habillé, c'est horrible. Qui est la styliste? C'est vraiment une catastrophe. Mais bon, j'ai trop ri pour pas en parler. Et franchement, si vous avez l'occasion de regarder ce drama Full House, il est disponible sur Netflix. Je voulais terminer cette première rubrique avec le webtoon True Beauty,
que là, pour le coup, je sais que vous connaissez tous et toutes, ou au moins que vous en avez entendu parler, que ce soit le webtoon ou l'adaptation en drama. Je trouvais intéressant notamment de parler du design du webtoon qui est très agréable à lire, contrairement à d'autres webtoons. Parce que comme on vous a dit, souvent c'est des amateurs et des amatrices qui écrivent des webtoons, donc le niveau d'illustration n'est pas à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de lire dans les mangas papier qu'on achète ou dans les manhwas. Alors que là, c'est vraiment... c'est du dessin digital très clean, de très haute qualité, donc c'est vraiment un level au-dessus et c'est très professionnel. Par contre, de mon côté, l'histoire, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. J'ai tenu le coup, j'ai lâché à l'épisode 40 du webtoon, donc j'ai vraiment lu énormément de chapitres, mais il y avait encore plus de la moitié à lire et j'ai trouvé ça beaucoup trop long et beaucoup trop redondant, surtout qu'on m'a prévenu que ça n'allait pas en s'arrangeant, donc j'ai laissé tomber. J'ai commencé à regarder aussi le premier épisode du drama, mais en fait je pense qu'au-delà c'est l'histoire qui ne m'intéresse pas plus que ça, même si ça traite de sujets très intéressants. La beauté en Corée qui est omniprésente surtout pour les femmes mais aussi pour les hommes, et cet idéal de beauté qui est très difficile à atteindre et qui est très bien expliqué dans ce drama, avec aussi tout cet aspect d'harcèlement sur internet, le fait de vouloir totalement changer son apparence pour être accepté par une société alors que c'est pas qui nous sommes quoi. Donc pour ces thèmes là ça vaut le coup quand même de lire à l'occasion. Et donc nous allons passer à notre deuxième partie, qui est les recommandations que nous avons en type papier, donc Sunjong papier. Donc la première, on va commencer par le début pour tout le monde, une chose très nostalgique, le Magical Girl. Et donc là, on en a un pour vous qui s'appelle Magical JXR, on pourrait qui peut-être date dire que de c'est 2006. Magical Boy du coup. Oui, c'est vrai, Magical Boy, Magical JXR de 2006. Le synopsis, c'est Haru et Jay qui sont étudiants dans une école de sorcellerie. Pour obtenir leur diplôme, ils doivent s'aventurer dans le monde des humains et faire une année de contrat avec la ravissante Choha. Choha, elle pense que ce sont pas des magiciens en fait, mais vraiment juste deux idiots, et elle a pas du tout envie d'avoir affaire avec eux. Mais bon, vous en doutez, elle va peut-être petit à petit tisser des liens avec les deux étudiants et faire partie intégrante de leur vie. J'ai trouvé que c'était un manhwa vraiment hyper sympathique, une petite bouffée d'air frais et qui fait du bien. L'humour y est omniprésent, ce qui rend sa lecture très agréable. Les dessins sont sublimes et toujours d'une très bonne qualité, quel que soit le moment de l'histoire. Les personnages sont très attachants. J'ai lu que le premier tome, mais je suis très curieuse de savoir comment ça va évoluer. J'espère juste que l'histoire va pas être un peu décousue au fil des tomes, parce que j'étais déjà perdue à certains moments pendant le premier volume, notamment d'un point de vue de la temporalité. Je trouvais que ça sautait un peu d'une case à l'autre, ouais. Ça changeait d'époque et j'étais un peu perdue. Beaucoup d'ellipses temporelles. Ouais, beaucoup d'ellipses temporelles. Après, je pense que toi, t'as lu la suite. Si, je trouve aussi que c'est un manhwa de très bonne qualité. Et la première fois que j'ai lu en plus cette histoire, c'est vrai que j'avais pas comprise non plus. D'un seul coup, on les voit grands alors qu'ils étaient gamins la page d'avant. Mais... C'est vrai, donc ça a été d'ailleurs mon premier manhwa, donc en le relisant, j'ai vraiment adoré. Et comme je disais précédemment, ce sont vraiment les dessins des manhwas que je trouve magnifiques qui m'ont poussé à lire cette histoire magique. On a affaire à deux magiciens très opposés aussi, qui suivent la même quête, et une jeune fille un peu perdue entre les deux. Et ce schéma assez populaire d'un triangle amoureux chez les plus jeunes, ça m'a vraiment ravie à l'époque. Là, on a des dessins qui sont très inspirés de Clamp, quand même. Donc, si vous aimez Clamp, et les thèmes de Clamp, de prédilection de Clamp sont la magie, donc vous allez adorer. Et on a aussi quelques références aux grandes Magical Girls célèbres de la culture japonaise, comme Creamy ou Sally. Si vous ne savez pas qui sont ces Magical Girls, on vous invite à écouter notre épisode sur les Magical Girls. Et si vous êtes un adepte de ce genre, c'est un manhwa de référence, en fait. Toi, t'avais beaucoup apprécié aussi l'ambiance à la Alice au Pays des Merveilles, ouais. Les vêtements des personnages sont magnifiques. Ouais, c'est très bien travaillé. En fait, il y a énormément de détails. Il y a aussi une histoire sur les vampires qu'elle avait écrit, Lee Sun-young, comme Deep Bloody Night, que vous pourrez lire. D'ailleurs, en parlant de vampires, on a aussi l'histoire de Modèle. Modèle, c'est l'histoire d'une jeune artiste, Jie, qui surprend un soir un vampire, Muriel, dans son atelier et décide de passer un marché avec lui. Et lui laisse prendre son portrait en échange de son sang. Muriel l'invite donc dans sa demeure. C'est là que l'héroïne rencontre Eva, la gouvernante, et Ken, qui se trouve être le fils de Muriel et d'Eva. Quels sont les secrets de cette maison ? Et on va en apprendre plus sur l'amour, sur ses rapports avec la mort et le don de soi. C'est vraiment une douce mélancolie qui parcourt toute cette œuvre de Lee So-young. Déjà, encore une fois, les dessins sont à tomber par terre. On va vous répéter ça à chaque fois, mais vraiment, les dessins de manhwa sont très très beaux. Le trait, il est fin, il est doux. Rien à voir avec les mangas. Les mangas aussi, il y a des très très beaux dessins, mais là, c'est vraiment un style à part qui est très un style reconnaissable.
On pourra vraiment le mettre en comparaison avec des auteurs comme Yumiko Oshima. Si vous vous rappelez, on avait fait un post sur elle. C'est une auteure de l'an 24 sur notre compte Instagram. Et là, on a vraiment pareil, le même coup de caresse sur le visage des personnages. Et l'histoire, par contre, elle va un peu traîner en longueur pour modèle. On est baladé dans un château, en long, en large et en travers, mais on creuse pas forcément l'histoire sur l'héroïne principale. C'est plutôt la vie du vampire qui se dévoile petit à petit aux yeux de tous, ses faiblesses, son attachement aux autres, qui devient de plus en plus clair. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment aimé cette histoire que j'ai lue, en plus pendant la période d'Halloween, donc c'était, je trouve, ça me mettait dans une ambiance, mais c'est vrai que l'ambiance lente et très lourde, avec cette espèce de gros poids des secrets, pèse sur chacun des personnages présentés. Je dirais que même si cela reprend la structure du huis clos, je la conseille plutôt à des grands amoureux d'histoires de vampires et de dessins évanescents, spectaculaires. Si vous commencez le manhwa, le Sanjong, plus précisément, peut-être il vaut mieux aller vers un type magique comme Arcana. Arcana, alors attention, il existe aussi un Arcana japonais, mais qui n'a strictement rien à voir avec le Arcana manhwa. Celui dont nous parlons est de type magie, l'autre est un seinen pur et dur. Le manhwa Arcana s'arrête en France en 8 volumes, il n'a malheureusement pas fini d'être édité, il ne sera plus édité. Par contre, en Corée du Sud, la série se termine en 11 tomes. Ina, c'est une jeune fille orpheline qui possède un talent particulier. Elle parle aux animaux. Elle voyage en compagnie de son grand-père et de son chien, Sword, pour aller rencontrer l'empereur. Dans le monde où elle vit, il neige tous les 100 ans. Mais l'apparition de la neige attire les démons. Sera-t-elle le héros qui sauvera ce monde des démons en utilisant le pouvoir des dragons ? Donc ça nous laisse un peu un pilote assez intéressant. C'est vrai que c'est une belle découverte pour moi. J'ai pu découvrir seulement le premier tome, mais j'étais déjà plongée dans l'histoire. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance à la 1001 nuits du manga. On y découvre donc le destin d'Inès, qui est une jeune fille à l'allure très androgyne qui parcourt la ville avec donc son grand-père et son chien. On est plongé dans une histoire avec des gardiens, des dragons et à la lecture du premier tome des voleurs. Comme j'ai pas eu l'occasion de lire tous les tomes, seulement le 1 et le 2, je les appellerai encore comme ça car on n'a pas encore vraiment l'identité de ces voleurs. Et j'ai vraiment aimé cet esprit surnaturel qui traverse l'homme. Et peut-être que je ferai un rapprochement avec Game of Thrones. Non. Ouais, pourquoi pas. J'ai pas vu la série, excusez-moi. Bah, oh non. En fait, j'ai vraiment pas accroché. Donc, bon, bah, en tout cas, je trouve qu'il y a un rapprochement à faire avec Game of Thrones dans l'idée de cet hiver qui revient et qui est un peu un hiver dévastateur. J'avais trouvé, pour la petite anecdote, trouvé le tome 3 et 5 gratuitement dans un camping cet été. Malgré qu'il n'y ait pas le premier tome, j'ai tellement été subjuguée par la beauté des couvertures que je les ai prises et j'ai acheté la suite, rien que pour ma collection perso, tellement que les dessins sont incroyables. C'est vraiment le point fort de l'histoire en fait, les dessins. On aime ou on n'aime pas ce côté un peu old school et les personnages très sveltes, très élancés, androgynes, gracieux. Quoi qu'il en soit, ils laissent pas indifférent. J'ai aimé aussi, en fait j'avais cette impression en lisant le manga que l'autrice semblait prendre plus de plaisir, je sais pas si t'as eu cette impression-là, mais à dessiner les personnages masculins plutôt que les personnages féminins. Le chara-design, il semble plus recherché et élaboré chez les personnages masculins. L'histoire reste tout de même très originale et plaisante à lire, on est plongé vraiment dans les arcanes du tarot et celles-ci ont été soigneusement personnifiées par l'autrice. Gros point fort pour ce côté original. Ouais, ça donne tellement envie de lire le fait que ça soit plongé dans les arcanes du tarot. Enfin, je sais pas si vous aimez un peu ce côté il y a ce côté un peu mystique occulte, du coup qui plane tout au long de l'histoire. Et c'est assez intéressant. Et vous verrez, les dessins sont incroyables aussi. Et on va terminer par un flop. Ouais. On va terminer par Kill Me Kiss Me de Lee Young-yu. Ça a été le tout premier manhwa que j'ai lu quand j'étais au collège et comment vous dire ? Avant, on va peut-être vous faire un petit résumé. C'est l'histoire de Tae, donc l'héroïne de l'histoire, qui est une grande fan du mannequin Kung Kang. Son cousin, qui est aussi le sosie donc, de l'héroïne, voit des posters de ce mannequin dans sa chambre et lui apprend que ce modèle est dans sa classe. Au lycée. Donc Tae a alors l'idée farfelue d'échanger sa place avec son cousin afin de se faire passer pour lui et d'aller dans son école à sa place pour être proche de son idole. Qu'en as-tu pensé ? Oh mon Dieu.
Auditeurs et auditrices, vraiment, Passez votre chemin, mon Dieu. Là, pour le coup, ça très mal fait vieilli. très longtemps que je n'avais pas eu un flop comme celui-ci. On a eu Ichigo 100%, mais alors celui-ci, vraiment, il y avait tellement de violence. C'est de la violence à répétition. Les relations qui sont mises en place dès le début de l'histoire sont toxiques. Vraiment, le fil rouge de l'histoire est incompréhensible. On a des personnages qui se ressemblent, mais qui sont une fille et un garçon. Les deux vont échanger leur position dans les écoles respectives, mais il n'y a aucun lien familial entre les deux qu'on voit clairement en fait qui se crée. Ils sont cousins quoi, mais c'est ça. On est confronté à une violence qui est énorme avec des sortes de gangs. L'héroïne principale est amoureuse d'un garçon qu'elle n'a jamais fréquenté, qu'elle a vu dans un magazine. Ensuite finalement elle tombe amoureuse de son agresseur, un garçon qui l'a battue à mort. Le syndrome de Stockholm quoi. Ouais. C'est vraiment le genre d'histoire que je ne veux plus lire. J'ai trouvé extrêmement cliché, il n'y a aucune logique. Pourtant, je trouve qu'il y avait vraiment du potentiel. Si l'histoire était moins cliché et avec des personnages mieux construits et justement cette violence, entre guillemets, mieux amenée. Et là, c'est vraiment de la violence gratuite à chaque page. En plus, les bastons n'ont aucun intérêt, ils sont moches, c'est même pas travaillé. Pas du tout intéressant. Les dessins sont loin d'être désagréables à regarder, mais c'est pas non plus un point assez important pour sauver le manoir. Les histoires d'amour sortent de nulle part et manquent de profondeur. La confusion aussi sur le genre et la sexualité n'est pas du tout bien amenée et bien décrite, et ce qui est dommage, ça aurait pu être mieux. Et malheureusement, ça tombe dans un cliché, quoi. Comme vous le savez, on sort cet épisode pendant les fêtes et on le sort pour Noël. Et donc, vous voulez absolument vous raconter un moment Christmas time, un moment vraiment qui nous est resté en mémoire dans un manga. Pas forcément dans un manhwa, mais vraiment dans un manga par rapport à Noël. J'ai décidé de me centrer sur l'épisode 22 de l'adaptation en animé de Kimi no Doke. Généralement, les épisodes spéciaux Noël dans les shoujo sont centrés sur le couple et sont pleins de romantisme. C'est vraiment souvent une étape assez cruciale dans l'animé. C'est l'occasion d'un rendez-vous amoureux, ou bien d'une confession. D'autant plus qu'au Japon, contrairement en France où Noël rime avec un repas en famille, là-bas c'est avant tout une fête à célébrer en couple. Et dans Kimi no Doke, ce que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est que l'amitié, la famille sont toujours mis au premier plan. Kazehaya, le personnage masculin principal, invite toute la classe à passer Noël ensemble pour fêter la fin des examens et la fin des rattrapages. Et pour Sawako, notre héroïne, c'est le tout premier Noël qu'elle ne passera pas avec ses parents, mais avec ses amis. C'est donc un jour très spécial pour elle, car jusqu'à cette année-là, elle n'avait jamais eu de réels amis dans sa vie de tous les jours et au lycée. C'est un épisode particulièrement touchant, et moi qui suis très fleur bleue et une grande romantique dans l'âme, ça m'a beaucoup touchée. Évidemment, ça reste avant tout un shoujo, et ce jour de Noël marque une étape décisive, comme j'ai dit, dans l'évolution de la relation entre Ko et Kazehaya. Et il n'était pas trop tôt au bout de l'épisode 22. Ouais. Donc voilà, un épisode touchant et très doux pour Noël. Le tome que je vais choisir pour l'épisode de Noël, pour moi, c'est le tome 9 de l'Académie Alice. D'ailleurs, on nous a demandé si on allait faire une revue sur l'Académie Alice. Alors oui, ça va arriver. Pas aujourd'hui, mais si vous êtes un grand fan de l'Académie Alice, vous allez vous rappeler de ce moment-là. Attention, il y a quelques spoilers dans ce que je vais vous raconter. Donc l'Académie Alice, c'est une école où ne sont admis que les génies possédant un don étrange. C'est une école qui est très stricte, car une fois entré, on n'a que difficilement contact avec le monde extérieur, même avec ses parents. Mikan et Otaru, elles ont été élevées dans le même petit village et elles se sont liées d'amitié. Et puis quand Otaru découvre l'Académie Alice où sont rassemblés les surdoués qui possèdent un don étrange, l'Alice, Mikan décide de la suivre. Elle y fait donc la connaissance de mystérieux élèves, dont Luka et Natsume. Le merveilleux Natsume. Voilà. Le tome 9 parle de l'organisation de la fête de Noël. Chaque élève de primaire, du collège ou du lycée participe à la préparation de la fête. On adore bien sûr le personnage de Natsume, mais aussi celui de Luka, qui sont un peu le pendant de Kyo et Yuki d'ailleurs dans Fruit Basket. C'est vrai ça. Et puis le jour de la fête, il y a un énorme arbre géant au milieu de l'Académie Alice, avec énormément de nourriture, de gâteaux, plein de choses féeriques, surnaturelles. Et en plus, la tenue des élèves est trop mignonne, elle est trop intéressante. Ils ont tous le droit de choisir leur petite tenue. Ce qui leur change de leurs uniformes de l'académie. Oui, c'est vrai. Et là, on est un peu dans un truc à la Harry Potter, dans l'idée du grand buffet, du festin entre amis.
Les intrigues, bien sûr, sont toujours présentes au long de cette annexe. Et il y a aussi un long moment de mascarade. C'est un bal où l'on cache son visage derrière un masque. Et que si on danse avec son amoureux, en gros, on lui avoue son amour. Vraiment, on a besoin de ce genre d'histoire, je pense, à la période de Noël. Des histoires romantiques et douces. Et les dessins sont encore une fois toujours magnifiques. L'auteur, Tachibana Higuchi, elle nous livre un moment hors du temps, délicat. Et bien sûr, vous en doutez bien, Natsume et Mikan vont danser ensemble. Et il arrive ce qu'il arriva, une scène gênante, humoristique, mignonne. Et puis ensuite, un baiser dans les arbres, un peu sous le hou, quoi. Hyper adorable. Très romantique. Voilà. Et la soirée de Noël, c'est vraiment ce moment hyper romantique et doux. Et je pense que c'est ce qu'on aime lire à l'approche des fêtes. Des histoires un peu chaleureuses et qui donnent du baume au cœur. Oui, et donc on finit cet épisode sur cette touche très romantique et douce. On espère que cela vous donnera envie d'aller voir l'épisode 22 de Kimi ni Todoke ou de lire cette annexe de tome 9 de l'Académie Alice. On espère aussi que vous en avez appris beaucoup plus sur le manhwa et le sunjong plus précisément, et que vous avez aimé nos flops, mais aussi nos relectures et nos recommandations. Il y a aussi plein d'autres manhwas qu'on peut vous conseiller, notamment Mes chères filles de Kim Hee-eun, qui est très facile à trouver, qui est inspiré des 4 filles du Dr March, mais aussi un grand manhwa qui s'appelle Lady Detective, qui est un manhwa d'enquête et historique. En josei, on a aussi Teen Spirit qu'on peut vous recommander, Iwa School, Kim Jae-eun. Et vous avez aussi, notamment d'occasion, à Book Off, si on peut se permettre de vous donner une petite recommandation Noël, vous avez de nombreux manhwas coréens comme Platina qui sont disponibles à 2€. N'hésitez pas à nous dire si vous en avez appris plus sur le manhwa dans cet épisode. Et si vous avez un manhwa préféré que vous voulez nous partager et partager au reste des auditeurs et auditrices, franchement, allez-y, mettez-nous en commentaire, envoyez-nous des messages. Et vous pouvez toujours continuer à nous envoyer des petits audios pour nous conseiller vos mangas favoris de tous les temps. Et vous pouvez aussi passer dans le podcast. Et on vous passera dans le podcast. Alors, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année avec vos amis ou votre famille. Profitez bien. Et on se retrouve le mois prochain pour un épisode tout aussi spécial qu'on a hâte de vous partager. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. À la prochaine. À la prochaine. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine.